À l'extrême nord de la Colombie se trouve le département de la Guajira, avec un territoire d'environ 20 848 km². Dotée des meilleures ressources éoliennes d'Amérique du Sud, c'est une région contrastée, au climat désertique et semi-désertique, entourée de paysages variés, de déserts, de plaques et de salines. Le territoire abrite 24 zones protégées, 5 peuples indigènes, Wayuu, Kinki, Ika, Kogi et Wiwa, qui habitent le territoire depuis l'époque préhispanique, ainsi qu'une importante communauté musulmane qui coexiste sur le territoire depuis 1940. La Guajira accueille le sanctuaire de la flore et de la faune de Los Flamencos. Ce sanctuaire couvre environ 7000 hectares protégés et abrite une grande diversité d'écosystèmes caractéristiques de la région, notamment des zones humides côtières, des mangroves et une végétation adaptée aux conditions arides. Dans le concept indigène de territoire, il n'y a pas de délimitation des frontières. En Wayuunaiki, le nom ethnique de la Guajira est Wahiramuin, Wemain ou Wahira, ce qui se traduit par notre terre. Wayukana no sukaruhulin maka Colombia, Sumao, Venezuela, Guanesia. Chawaya, Sewaya. Les indigènes Wayuu qui vivent dans le département de la Guajira sur la côte nord de la Colombie, depuis des années, nous sommes nés dans les deux nations de la Colombie et du Venezuela, pour lesquelles il n'y a pas de frontières, parce que depuis nos ancêtres, nous avons toujours été dans les deux nations. Et bien, auparavant, mis à part le fait qu'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de problèmes pour un pays voisin, mais néanmoins, il y a toujours ces liens entre les deux nations pour lesquels les Wayuu puissent rentrer dans les pays voisins. Ainsi, pour les Wayuu, en tant que tels, il n'y a pas de frontières. Mon histoire commence à l'âge de 3 ou 4 ans, à partir du moment où nous avons fait l'usage de la raison. Nos premiers pas consistent à rouler les pelotes de laine. On nous apprend à faire les pelotes. Le fil lui-même se présente sur la forme d'un cône. Et nous apprenons à faire les pelotes. Et j'ai appris petit à petit avec ça ce que je pouvais tenir dans ma main. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, j'ai appris à placer les motifs. Ce qui fait qu'à l'âge de 7 ans exactement, j'ai commencé à fabriquer les premiers grands sacs à dos. Mais avant cela, j'en ai fait d'autres plus petites. Avec les sacs à dos que j'avais tricotés, ma mère l'a vendu et m'a acheté des boucles d'oreilles en or. Et j'étais très heureuse. J'allais déjà à l'école. Alors, l'après-midi, je finissais mes devoirs et je commençais à tricoter. J'ai commencé à tricoter avec une passion pour le tricot et depuis, j'ai commencé à tricoter avec beaucoup de détermination. Les dessins sont inspirés par la culture autochtone, reflétant des éléments tels que les empreintes des animaux, les couchers de soleil et les paysages culturels. Le thème des fleurs, quant à lui, est une adaptation plus moderne, visant à innover les dessins traditionnels et à combiner cette dernière avec des éléments nouveaux. J'ai commencé mes études à l'université, tout en continuant à tricoter pendant les vacances, lorsque je retournais en Guajira. Auparavant, les membres de la communauté Wayuu s'installaient périodiquement en fonction des saisons climatiques. La terre n'était pas une propriété individuelle, mais un bien collectif lié aux rancherias. Chaque rancheria comprend plusieurs maisons, chacune ayant une cuisine traditionnellement construite avec le cœur du cactus local appelé Joto Horo.
À l'intérieur, le feu est généralement allumé, indiquant ainsi la présence de vie. Depuis plus de 400 ans, la transhumance est pratiquée par la communauté Wadiou avec les troupeaux de chèvres faisant partie intégrante de leur vie et de leur économie et de leur sécurité alimentaire. La connexion des Wadiou avec la nature se reflète dans leur mode de vie, dans les motifs de leur artisanat et dans le respect de la nourriture. C'est ainsi que le friche ou jurichi est l'un de leurs plats traditionnels dont l'ingrédient principal est la chèvre. Ce plat a même son propre festival qui a lieu chaque année en juin à Maicao. Dans les Caraïbes colombiennes, la culture zénou a prospéré entre 800 avant Jésus-Christ et 1200 après Jésus-Christ. Dans la dépression Momposina, cette région, sujette aux inondations, crée les conditions pour que les Zénous transforment le paysage en un système ingénieux de drainage et d'irrigation. Grâce à la construction d'un vaste réseau de canaux couvrant 500 000 hectares dans le bassin du fleuve Cauca et 150 000 hectares dans celui du fleuve Sinou, ils ont régulé le flux d'eau, protégeant leur habitation et optimisant l'utilisation de leurs terres pour l'agriculture. Les Zénous ont conçu des canaux de dimensions et de configurations variées, adaptés aux besoins spécifiques du contrôle de l'eau. Pendant les inondations, ces canaux dirigeaient l'excès d'eau vers les terres environnantes, où de vastes zones étaient cultivées. De plus, les canaux courts, de 30 à 60 mètres, servaient à contrôler la vitesse de l'eau et à faciliter la sédimentation, qui était ensuite dispersée sur les champs en guise d'engrais. Cette infrastructure garantissait non seulement la production agricole en été, mais servait également le bassin d'élevage de poissons pendant l'hiver. Parmi les récoltes prospérant dans cet environnement, on trouvait le maïs, le manioc, l'igname et les arbres fruitiers. C'est dans ce contexte que la caña flecha, une plante unique au monde, s'est parfaitement adaptée aux conditions du terrain. Je viens d'une communauté indigène appelée Nueva Estrella, composée d'un petit conseil de 12 personnes. La caña flecha ne pousse pas n'importe où. Elle pousse toujours dans des endroits humides. Et là-bas, elle était sauvage. Maintenant, il faut la cultiver, car elle ne pousse plus à l'état sauvage en raison de l'exploitation excessive que nous avons faite pour le fabriquer les chapeaux. Mi mamá, cuando yo era niña, mi mamá la veía tejer para alimentarnos a nosotros, para llevarnos el Quand j'étais sustento. enfant, je voyais ma mère tisser pour nous nourrir, pour subvenir à nos besoins économiques, à notre alimentation, à notre éducation. Même s'il était déjà très limité, tout cela grâce à l'artisanat du chapeau. Donc, quand j'étais petite, nous avons aussi commencé, en voyant ma mère et mes frères tisser. Cela nous a donné envie d'apprendre aussi. Alors, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'enfants? Nous allions au plant des bananiers, prenions les feuilles et commencions à les déchirer, de la même manière que ma mère traitait la caña flecha. Nous ne faisions que 3 déchirures des feuilles de bananier. C'était comme ça que nous avons commencé. Quand ma mère voyait que nous tissions bien les feuilles de bananier, elle nous donnait demandé de faire des bordures de chapeaux. Je me levais tôt pour faire les bordures. Il y avait une école dans ma communauté, alors nous allions tous et après l'école, nous commencions à tisser les bordures pour qu'ils soient prêts en 8 jours. Para estar listo en 8 días. Bueno, cuando ya empezamos a hacer eso, nosotros Quand nous avons commencé à tisser les chapeaux avec la caña flecha, nos tissages étaient lâches et ma mère nous disait « Serre bien, mets-toi bien et serre bien comme ça, en arrière ». Elle nous enseignait pour que nous puissions progresser et avoir un meilleur tissage. À mesure que nous grandissions, notre tissage s'améliorait. creciendo íbamos mejorando nuestro tejido. Nous avons commencé par le tissage quinziano, qui c'est un peu rustique, comme celui-ci. Ensuite, nous sommes passés au 17, c'est-à-dire nous avancions des chaînes en chaîne jusqu'à arriver au 23. Nous avons commencé par les 17, puis est venu le 17, le tissage 19, Para mejorar más el tejido. Porque mira este quinceañero puis encore améliorer le tissage. Car voyez, le quinziano, comme il est rigoureux.
Ensuite, il y a eu le tissage 23. Avant, ma mère, quand je l'ai connue, faisait les chapeaux avec ses pegues. Ensuite, elle a progressé et nous avons commencé à les faire en cercle. Les pegues est quelque chose qui lie une tresse à l'autre. Et il est difficile de voir où on commence ou où se termine le chapeau. Avant, on pouvait voir où le chapeau commençait et se terminait. Maintenant, tout est fait en cercle. Aujourd'hui, nous admirons la capacité des Zénous à transformer leurs capacités et à coexister avec le milieu aquatique, ce qui témoigne de leur avancée en ingénierie hydraulique et de leur profonde connexion avec la Terre. Cette riche tradition se manifeste dans le département de Córdoba, où l'élevage et l'agriculture jouent un rôle crucial dans l'économie locale. Le sol de Córdoba est remarquablement fertile et varié, grâce à une géographie qui comprend des montagnes, des collines, des plaines alluviales et des zones de piémont. Cette diversité géographique favorise non seulement la croissance agricole, mais soutient également une riche culture gastronomique. Un des plats typiques de la région est le monte de queso, une délicieuse préparation qui combine le ñame, fromage salé ou costeño, suero costeño, ail, oignon, une herbe locale connue sous le nom de bléo et une touche de citron. L'histoire des Zénous et leur génie en gestion de l'eau nous rappelle l'importance de préserver et de valoriser les connaissances ancestrales qui jusqu'à ce jour continuent d'influencer les pratiques agricoles et l'identité culturelle de la région, intégrant traditions et ressources naturelles. Dans le sud de la Colombie, là où la cordillère des Andes se divise en 3 branches qui définissent et façonnent le territoire diversifié du pays, se trouve le lieu de convergence des départements de la Huila, Cauca et Nariño. Cet endroit où les eaux souterraines émergent pour former des lagunes, sources des rivières les plus importantes du nord de l'Amérique du Sud, constitue l'étoile fluviale qui fournit 70% de l'eau du pays. Ce berceau de vie, connu sous le nom de nœud andin ou macizo colombiano, abrite une grande diversité d'animaux et de plantes indigènes qui protègent la vie. Dans le magnifique macizo colombiano, les anciens habitants, il y avait 2000 ans, ont créé et disposé rituellement ce que nous appelons aujourd'hui la bibliothèque lithique, la plus importante du continent américain. Ce nœud andin a été destiné à être un grand sanctuaire où des centaines de centres souterrains ont été créés pour offrir à la terre ses symboles essentiels, les gens de pierre. Les sculptures du peuple sculpteur constituent l'héritage lithique majeur qui habite les entrailles de la terre dans le sud de la Colombie, avec plus de 500 statues lithiques diverses ou textos qui incarnent un langage dont l'interprétation reste un sujet d'étude. Les statues, ou gens de pierre, connus pour leurs grandes canines et leurs yeux expressifs, portent des objets dans leurs mains et sont ornés de détails décoratifs et symboliques tels que des masques, des bâtons, des coiffes, des serpents et d'autres animaux, mais également des poporos pour mâcher la coca, des boucliers et des lances, ainsi que des éléments rituels et symboliques difficiles à interpréter. Tous ces éléments évoquent un monde alternatif où les caractéristiques des animaux, des plantes, des humains et des êtres mystérieux se mêlent dans de fantastiques images lithiques. Depuis 2000 ans, les ancêtres créateurs de la bibliothèque en pierre et les habitants actuels sont liés. Habitants qui se considèrent comme les gardiens du territoire, des eaux, des animaux et de la bibliothèque en pierre héritée de leurs ancêtres. Face à la dépossession colonialiste du massif colombien au cours des derniers siècles, les habitants, gardiens du territoire, ont joué un rôle fondamental et une fonction sociale pour sa récupération et sa revalorisation. C'est ainsi que nous arrivons à l'épisode de la dépossession des éléments lithiques du territoire perpétué en 1913 par un musée allemand. En 1915, le corregidor ou maire de San Agustín, José María Burbano, fut le premier à s'opposer au pillage et à le dénoncer. Depuis lors, ces centaines d'habitants du massif colombien se sont battus pour empêcher d'autres pillages et pour obtenir la restitution du peuple de pierre pillé au fil des ans. Les actions sociales et judiciaires avec la création d'un registre de rapatriement constituent les luttes sociales qui évoquent le lien et la relation avec le patrimoine naturel et ancestral.
L'identité des peuples est liée au passé mais aussi au présent. Une autre des icônes de l'identité du département de Huila est l'achira, un encas traditionnel de la cuisine du département. Je vous présente le sagu ou achira. Avec la racine, on obtient la farine de sagu ou d'achira qui est râpée ou moulue comme une pâte, puis étalée sur des palettes pour le séchage, puis tamisée et enfin, avec d'autres produits complémentaires, on obtient nos achiras. Les expressions culturelles sont fondamentales pour l'identité des peuples, reliant leur passé à leur présent et leur donnant le droit d'exister symboliquement. Cette forme d'existence peut être comparée à celle des migrants colombiens qui, bien qu'éloignés de leur pays d'origine, conservent leurs traditions et leurs coutumes. Ainsi, tant les peuples autochtones que les migrants sont confrontés à des défis pour préserver leur identité culturelle, ce qui souligne l'importance de reconnaître et de valoriser ces liens dans le contexte de la diaspora.